Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui on va parler du CPI qui est sorti il y a donc de ça 1 heure et qui est plutôt bon, en tout cas en ce qui concerne l'économie américaine. On peut considérer que l'inflation est en train de plomber. On avait un consensus à 6%, le tarif du CPI, le BLS nous donne un CPI à 6%, donc pour le moment bien évidemment bonne réaction au niveau du prix. Pas énorme sur la bourse, mais sur Bitcoin, ça s'est vraiment vu que il y a eu une sacrée différence à la sortie du CPI. Ici, on est sur le Bitcoin face au dollar, mais en weekly. Et vous voyez que pour le moment, c'est la première fois que le Lux Algo Premium nous sort un signal de buy ici dans cette zone. Vous voyez que celui-là était pas excellent, hein, puisque derrière on avait plutôt corrigé. Mais celui-là était très bon, celui-là était plutôt bon aussi, celui-là était excellent, celui-là était vraiment bon aussi. Également celui-ci et celui-là était pas génial. Donc globalement, on a quand même sur le CPI, sur le Lux Algo, une bonne réussite sur les signaux d'achat en weekly. Et moi je regarde pas mal de temps en temps le 3 jours et là il avait flashé en 3 jours effectivement sur cette zone là et pour le moment il garde le strong, il n'y a pas de sell dedans. Les croix rouges et les croix bleues que vous voyez sont des conseils de sortie de trade ou de TP partiel. Voilà, si vous vous intéressez à cet indicateur, n'hésitez pas, il y a des liens, vous tapez je crois le code LUX30 également après être passé par le lien de la chaîne et vous aurez 30% dessus. Ensuite on revient ici puisque là on était sur l'index. On revient sur notre fameux spot Binance et on va regarder un petit peu ce qu'il se passe en daily. Alors en daily, excusez-moi, du coup la chart est un petit peu chargée, mais globalement ce qu'on peut voir, c'est que, alors moi pour ce mouvement j'ai une target autour des 27,2, target principale, et j'ai une target également, je vais vous l'expliquer aussi pourquoi également, et là je parle vraiment de swing, enfin de day trading, pas forcément d'investisseurs. Les investisseurs c'est un petit peu différent. Pour le coup, les targets d'investisseurs, pour moi, là, elles sont plutôt à commencer à distribuer à partir de 38-40 000 $. Mais pour du day trading ou du swing, je trouve que 27,2 est un endroit cohérent pour prendre en tout cas une partie des profits si jamais vous êtes rentré en long sur cette news, à savoir que c'est la résistance oblique qui pour le moment nous résiste ici. Ce faisant, potentiellement, on voit qu'on est en train de créer un élargissement symétrique de sommet que vous voyez comme ceci. Théoriquement, c'est une figure qui est plutôt bullish, mais que 53% du temps, donc c'est pas une figure vraiment géniale. Et puis en général, on a deux types d'objectifs, soit reporter la totalité de la figure au point le plus grand. On va prendre ici, vous voyez qu'on a pris un peu au-dessus, hein, on va faire ça un peu comme des gorées là. Donc ça nous donne effectivement 40 000 $ à peu près. Soit tout simplement reporter la figure au point le plus petit, et là beaucoup plus de chances de toucher son objectif. Si j'arrive à l'attraper, je vais le faire avec le retour vidéo, c'est compliqué. Ah, je vais y arriver. Et donc du coup, ici, au point le plus petit de la figure, donc on va se mettre comme ça, pareil, je le fais à la serre parce que j'ai pas envie d'enlever l'aimant, mais globalement, ça nous donne quelque chose, effectivement, autour des 31 000 $, quelque chose comme ça. Si la figure casse, bien évidemment, si on se fait rejeter par les 27,2, et c'est pour ça que moi je prépare une grosse prise de profit dans cette zone. On a plusieurs autres points, je vais vous le montrer sur les perps, puisque je les ai préparés sur les perps, donc sur Bybit. Plusieurs autres points intéressants à regarder. D'abord les 26,5, parce que c'est un niveau weekly. Si je passe en weekly, vous allez voir ici que c'était une clôture weekly. C'est un niveau weekly, et c'est l'attaque effectivement de ce sommet-là précédent. Ici, vous avez un sommet. Le prix, c'est normal que là, il bute un petit peu contre. Qu'il y ait une réaction, c'est tout à fait normal. Donc, on aurait pu ici, par exemple, mettre le trade, on va dire, à l'abri, hein, se remonter éventuellement au point d'entrée. En l'occurrence, moi, il est par ici, donc il est relativement haut, il est au 25, très exactement. Donc, se remonter au point d'entrée à ce stade-là, ou alors tout simplement prendre un profit qui nous permet de garder le stop-loss au même endroit, tout simplement également. Deuxième niveau, j'en ai parlé, c'était les 27,2, c'est à la touche de cette fameuse résistance oblique qui est là. Peut-être qu'il y aura une réaction ici aussi, puisque là, on a déjà résisté au moins 4 fois dans le passé, donc ça serait normal qu'il y en ait une. Après, à vous dire qu'elle va nous rejeter violemment, ou à vous dire qu'elle va juste mettre du temps à passer et ensuite passer, ça potentiellement, bien entendu, je ne le sais pas. Et puis également un niveau weekly que je trouve important, c'est toute cette grosse résistance ici là qui est relativement énorme et qu'on a à peu près au 28 900.
Donc, repasser les 30 000 et s'installer au-dessus, bien sûr, c'est extrêmement bullish. Déjà, casser les 25, c'est quelque chose de plutôt bien si on arrive à rester au-dessus, c'est-à-dire si on fait pas effectivement ce genre de mèche qui finalement après revient chercher plus ou moins au milieu du biseau de l'élargissement, excusez-moi, au milieu de l'élargissement comme ceci. Et souvent, on a des rotations partielles après dans les élargissements, c'est-à-dire que du coup, si jamais on se fait rejeter là par les 27,2, donc par l'élargissement, il faudra bien entendu éventuellement voir à partir de quel point on rebondit. Et là, moi, je conseillerais plutôt des entrées autour des 24,6, quelque chose comme ça, niveau que je vous avais montré là. Ou alors, éventuellement, ceci devient support désormais, puisqu'il avait fait résistance par 3 fois dans le passé. Et ça serait le scénario le plus bullish, c'est-à-dire on reste dans cette zone de volume profile où il n'y a pas eu grand-chose et où du coup, eh bien, tout simplement, ce plat-là de volume profile nous permet de maintenir la zone. Et également, et ça on en avait déjà parlé hier, mais peut-être ici une épaule tête-épaule, là on a même enfoncé beaucoup plus, donc c'est graphiquement plutôt pas mal, on a des épaules qui sont bien proportionnées par rapport à la tête. Maintenant attention, et là où je dis attention, c'est que ça a délivré extrêmement vite, et quand ça délivre extrêmement vite en général, il se peut qu'on vienne rechercher à minima une partie de ce qu'il s'est passé là-dedans. Bon là on est en weekly, donc effectivement vous voyez ici un petit peu l'idée. J'en profite également pour vous dire de prendre le temps de mettre un like sur les vidéos, c'est vraiment important pour la chaîne. Si vous appréciez le contenu, si vous en utilisez vraiment les informations, le meilleur moyen de me rendre l'appareil, c'est de mettre un like sur la vidéo, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord. Et oui, donc quand on voit ici la bougie, finalement... Pardon. Si jamais, là, la bougie, c'est 7 jours, mais depuis lundi, donc lundi, mardi, juste là-dessus, je pense qu'on a au moins 25% de hausse. Mais si on se met carrément en 7 jours, vous voyez que globalement, cette bougie-là, elle est phénoménale. On parle de, si on prend le du plus bas jusqu'à ici, 35% de hausse en moins d'une semaine. C'est pour ça qu'on aime la crypto aussi. C'est parce que ça va vite dans un sens comme ça peut aller très vite dans l'autre. Donc épaule tête épaule, est-ce qu'on peut considérer qu'elle est cassée? Pour moi, il va falloir une vraie clôture au-dessus, c'est-à-dire ici les 25, 161, 25,2, et là on est sur Bybit. Il va falloir vraiment qu'on s'installe au-dessus, donc à savoir ne pas ici faire juste une prise de liquidité au-dessus de ces points-là, venir chercher les shorts qui étaient au-dessus tout simplement. Il va falloir un vrai mouvement d'achat, une vraie FOMO, de manière à tout simplement soit nous faire péter ce biseau tout de suite, soit faire une toute petite correction par la suite et puis ensuite éventuellement venir casser plus bas. Il est tout à fait possible qu'on transperce ici aussi et encore une fois je vous ai donné tous les niveaux là, donc on va éviter de se répéter. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On va aller regarder comment a ouvert le S&P, même si je trouve pas qu'on soit extrêmement corrélé en ce moment, ça peut être intéressant de le regarder. Est-ce qu'on a ouvert en gap ou pas? On va se mettre en 5 minutes. Alors, gap haussier pour l'ouverture aujourd'hui, on a ouvert il y a 10 minutes, vous le voyez là, j'essaye en général de faire la vidéo dans ces eaux-là, donc ça, attention, il y a des chances, soit c'est un gap de rupture, soit il y a des chances qu'on vienne le revisiter dans la journée. Vous voyez que le CPI est plutôt haussier à ce stade. Au moment où est sortie la news, donc à 13h30, si on va regarder sur les futurs... Hop. Au moment où est sortie la news, il y a eu de la grosse liquidité sur S&P. On est parti très fort en bas, ensuite on est remonté très fort en haut et ensuite on a choisi la direction. Également sur l'US Tech où on a fait très exactement la même chose. Donc on a fortement nettoyé sous la structure, vous le voyez, la liquidité. Et Bitcoin n'a pas fait ça. Donc Bitcoin n'a pas eu besoin visiblement de venir nettoyer la liquidité en dessous. Donc ça c'est important à regarder. Vite fait, puisqu'on est dessus, on va regarder le tech chinoise. Cette nuit on était plutôt à la baisse sur le tech chinoise. Là c'est pas le tech chinois, c'est le Shanghai Composite Index, excusez-moi. La tech elle serait plutôt ici et pareil on est plutôt sur la tech en ce moment, en tout cas à la diminution. Et là vous voyez qu'on regarde du 5 minutes, si on regarde globalement le 30 minutes comme ceci, on est sur une tendance haussière qui est en train de corriger. Et pareil sur le Shanghai Composite, on est sur une tendance haussière qui est en train de corriger également, peut-être se faisant en biseau. Vous voyez que c'est relativement propre ici aussi, au niveau de la tech, donc attention à ça. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La stablecoin dominance aussi, très intéressant. On voit que on a replombé là où on était repassé au-dessus de cette ligne. Pareil, si on arrive à clôturer en dessous, si ça n'est pas juste un retest avec mèche en dessous, si c'est une vraie, donc là, vous voyez qu'on met de côté, soit c'est une prise de liquidité au-dessus des 25,2, et à ce moment-là, on reprend
prend après derrière une tendance baissière, ce qui est possible, hein, il faut faire attention. Les news parfois permettent de tout simplement faire ce que devrait faire la chart, mais sans nécessairement ici, parce que le problème c'est que il faut pas partir ultra bull, tout simplement parce qu'on a eu un bon CPI. Maintenant, le prix corrigé à cause du mauvais CPI de janvier. Donc on peut dire, bon, c'est tout à fait normal ici, par exemple, si on commençait à s'installer dans la zone actuelle, on pump, et puis derrière, on commence à s'installer dans la zone actuelle. Il n'y a pas eu de sell de news, tout simplement, parce que c'est difficile de prévoir un CPI, donc quand vous avez une news qui est part d'une rumeur, oui. Est-ce que le CPI a été trafiqué ou pas? Je sais pas, ça je peux pas réellement le dire. En tout cas, on est pile poil au consensus, et c'est plutôt, entre guillemets, une bonne nouvelle à moyen terme pour Bitcoin. Vous comprenez qu'on aura un FOMC dans 8 jours. La question actuelle, et c'est celle que je me suis beaucoup posée hier. Hier, j'ai beaucoup réfléchi, notamment sur le Discord. Je réfléchissais un petit peu sur ce fameux... on vient à la rescousse des banques américaines, vous comprenez, mais on ne vient pas à la rescousse des banques, puisqu'on ne protège pas leurs actionnaires, puisqu'on laisse les banques fermées. On vient juste à la rescousse des déposants. C'est une sorte de nouvelle forme de quantitative easing, finalement, qui peut faire quoi? Déjà, ça va concentrer les banques, c'est-à-dire qu'il va y avoir des fusions-acquisitions, et ce sont les plus gros, puisque les plus gros, dites-vous bien que jamais ils ne fermeront, ce qu'on appelle too big to fail, c'est-à-dire si le Bank of America ou la Wells Fargo, à ce moment-là, avait des problèmes de liquidité, là, pour le coup, il y aurait un vrai bail-out, et on protégerait probablement les grosses banques, des gros ménages dans leur ensemble, donc également les actionnaires de ces grosses banques-là, excusez-moi. Deuxième question, on ferme Signature, et ça c'est vraiment important, donc là je passe sur la news. On ferme Signature, et ça c'est vraiment important, et quelque part, vous le voyez ici, on fait un cadeau aux grosses banques, et on ferme Signature, je vous retrouve ici, voilà le tweet, puisque je l'avais perdu. On a un des membres de Signature Bank. Signature Bank, c'était la deuxième grosse banque crypto. On avait Silvergate qui a fermé dorénavant, et Signature Bank, pour le moment, on n'a pas fermé, mais on a saisi leurs assets, donc probablement que du coup, ils ne peuvent plus opérer. Donc du coup, tout le monde peut retirer ses fonds. Et là, on a un des membres du board, qui est également un ancien membre du Congrès, qui dit on nous a fermé, mais en fait, la banque, globalement, même si elle plombait en bourse, elle allait très bien. Il n'y avait pas d'insolvabilité basée sur les fondamentaux de la banque. On était capable ici de continuer. Donc est-ce que c'est une attaque contre la crypto? Est-ce que aussi on va avoir maintenant des narrations dans la presse qui disent regardez, la crypto peut déstabiliser la finance traditionnelle? Ça serait dramatique, c'est-à-dire tout simplement regardez, la crypto a failli tuer des banques. Et donc du coup, la crypto est dangereuse pour notre fameux système bancaire traditionnel, et comprenez bien ici que ce sur quoi on veut mettre le doigt, c'est tout simplement le fait que le système financier, et même si là il se reprend, le système financier, là vous voyez la map du système JP Morgan, moins 1,80, Schwab, vous voyez qui a fait moins 12%, c'est des grosses banques ça, hein. Voilà, vous comprenez ici que le système financier a énormément souffert de quoi? De mauvais investissements, c'est pas du tout la faute de la crypto, mais attention à ça, je me dis, est-ce que on n'est pas ici sur une énième attaque, Wells Fargo plus 2, ça c'est Welltower, pardon. Est-ce qu'on n'est pas sur une énième attaque du côté de la crypto pour ensuite tout simplement justifier des plans d'action contre la crypto en disant que la crypto peut déstabiliser la finance traditionnelle? Le CPI, vous voyez donc 0,4, je vais vous montrer juste, on va pas faire l'analyse globale. Globalement, la seule chose, on va dire, qui pourrait être un point noir au tableau dans ce CPI, on va aller sur Trading Economics, c'est qu'en fait le month over month est à 0,5 et que le consensus disait 0,4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'une certaine manière, il y a eu une très légère augmentation du month over month, et le mois dernier d'ailleurs il était à 0,4, c'est ça? Non, il était à 0,5, autant pour moi sur le... Non, il était à 0,4 sur le core, et le core CPI à 0,4, donc on a une très légère augmentation au mois le mois du core inflation rate. Donc ça c'est vraiment le petit point noir dans ce CPI qui pourtant, vous le voyez, est au consensus en year over year ici, on était à 5,555, ici sur le headline CPI on était à 6 et 6, et sur le headline CPI en month over month, on est pile poil ici au consensus. Donc finalement,
Trueflation ici qui était un petit peu le point à suivre. Qu'est-ce que pense le marché du prochain meeting de la Fed dorénavant, même si on va attendre, on attendra peut-être un petit peu plus longtemps pour que ça se mette à jour. Vous voyez qu'on est toujours à 16% du marché qui pense que Powell ne va rien faire et 83% du marché qui pense qu'il y aura une hausse de 0,25 points, enfin de 0,25%, donc 25 points de base. On va également, vite fait, aller faire un tour sur notre chart d'inflation pour voir un petit peu la situation. Et je vais peut-être mettre en pause pour mettre à jour cette chart. Hop, je sais plus si on avait fait même des prédictions ici. 0,8, ici 6,4, non c'est bon, janvier, non c'est ça. Je mets en pause, je vous fais la mise à jour, sinon parce que ça va pas être extrêmement intéressant pour vous. Ok, donc on a mis à jour cette charte. Vous voyez que globalement, on a une inflation de demande qui diminue, mais c'est très léger. On est vraiment ici, et d'autant plus qu'on a changé de mode de calcul, je vous le rappelle, sur le CPI en janvier. Donc peut-être qu'en fait, on est juste en train de se mettre à plat ici, puisque vous le voyez, c'est extrêmement léger. Deuxième chose, on a plutôt une inflation globale, donc le fameux 6%, qui a plutôt corrigé grâce tout simplement à la correction du pétrole et de la bouffe. Donc, rapport, je vous le dis, qui est plutôt boule dans ces chiffres parce que au consensus et parce que le marché, on va dire, avait les fesses qui faisaient bravo qu'on ait quelque chose qui soit au-dessus du chiffre de janvier, déjà, plus de 6,4, ça aurait été dramatique. Deuxième chose, qu'on soit au-dessus du chiffre du mois précédent, c'est-à-dire au-dessus du consensus également. On voyait que l'outil de la Fed de Cleveland nous disait plutôt 6,2. Personnellement, moi, j'aurais plutôt tablé sur un CPI autour des 6,1. Miracle, on est pile au consensus. Je dis pas nécessairement que c'est tout ça est trafiqué, mais voilà, on voit ici que c'est vraiment, en tout cas, plutôt bon. Ensuite, on va aller faire le point sur les news globales et je vous l'ai bien dit, faites attention aussi aux changements structurels que comporte le fait que tout simplement la Banque fédérale vienne au secours des déposants et non plus des banques comme ça a été le cas plutôt en 2008. Ça va amener des changements structurels qui sont vraiment importants. Les news, bon, on en a couvert la plupart, vous le voyez, pullback de l'inflation à 6%. Ici on passe également, ici on passe également, ici. Alors je ferai un point là-dessus sur le Discord sur la régulation des smart contracts par l'Europe, je vais pas le faire en vidéo. Ici, bon c'était des news qui sont déjà passées dorénavant, ça on peut passer aussi. First Republic Bank qui apparemment reprend 20% alors que les banques essayent de rebondir de leur sell-off de lundi. Ici, bon, on voit que les chiffres ont dû se mettre à jour, je pense, sur le CPI, Core CPI. Parfois, MarketWatch est un peu long à mettre à jour ces chiffres, donc là, non, c'est pas le cas. Ensuite, sur MarketWatch également. Plus encore peut-être de la douleur sur les actions alors que le combat contre l'inflation de la Fed prend son est plutôt en train de se mettre en place d'une certaine manière, mais avec difficulté. La deuxième chose qu'on peut voir ici, et c'est très important pour moi d'en parler, c'est tout simplement comment expliquer ça. J'essaie de retrouver ici ce que j'avais tout à l'heure. Oui, n'hésitez pas à vous abonner également au Twitter de la chaîne. Parfois, je mets des informations. Voilà, c'est ça. Le bailout enfin, le bailout, non. Le fait que la Fed couvre les déposants. Ici, et vous voyez le programme qui a été sorti de la réunion d'hier soir. C'est vraiment intéressant au sens où ils promettent d'une certaine manière de couvrir tous les déposants, également même des banques étrangères qui pourraient avoir ici des pertes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le FDIC, l'organisme fédéral qui est censé s'occuper un petit peu de l'assurance de toute cette histoire, rentre en compte, tous les déposants sont couverts. Donc, tous les collatéraux, ici on a un niveau d'avance désormais qui va être fait au niveau des banques. Donc les banques peuvent demander, si elles sont dans une mauvaise situation, à la Fed de leur prêter. Et avec le One Year Overnight Index, plus 10 points de base. Le collatéral est à 100% protégé. Et les
épargnants peuvent demander des prepay, etc. Enfin, vous voyez que c'est genre du no limit, c'est relativement incroyable. Là où avant, on avait une protection finalement par le FDIC qui était à hauteur de $250,000, c'est-à-dire que globalement, à peu près 1% de l'argent en circulation était couvert, et ben là, on se retrouve finalement avec 100% qui est couvert. Qu'est-ce que ça peut donner en tant que bonne chose? Globalement, c'est plutôt une bonne chose parce qu'on va dire les banques ne peuvent plus, entre guillemets, faire n'importe quoi sur leurs investissements. C'est un signal clair de dire, bon, votre banque, elle fermera, par contre, on couvrira vos déposants. Maintenant, pour les gros, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, les grosses banques, du coup, qu'est-ce qu'elles vont pouvoir faire? Elles vont pouvoir tout simplement faire des demandes pour réinjecter de la liquidité sur des endroits où, normalement, elles n'avaient pas pu le faire. Ça veut dire que, entre guillemets, les hommes risques dans les banques vont être beaucoup plus laxistes, probablement, parce qu'il leur suffira de demander des avances pour pouvoir passer cette période de taux d'intérêt relativement forte. Donc normalement, on va dire qu'on prête moins mais à des taux meilleurs, c'est plutôt bon pour la rentabilité, mais étant donné que là, ça s'est fait extrêmement vite, en fait, les banques ont été prises de court, c'est la hausse de taux la plus rapide depuis 50, 70 ans, je sais même pas si c'est pas la plus rapide de l'histoire, et donc du coup, beaucoup de banques ici ont été prises de court parce qu'elles avaient des bons qui n'étaient pas à maturité et elles avaient des bons sur des très longues périodes. Je reprends pas ici tout le mécanisme des bons, etc., parce que ça serait insultant pour les gens qui suivent la chaîne au jour le jour, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser sur le Twitter, ça évitera à ce que tout le monde se retape les mêmes infos à chaque fois, c'est pas du tout le but de la chaîne. Donc voilà, donc ici comprenez bien, gros cadeau aux grosses banques, potentiellement des fusions-acquisitions, c'est-à-dire ceux qui ont gardé du cash vont potentiellement acheter les plus petits. Ça, c'est une première chose. Troisième chose, plus vraiment de banque de liquidité pour la crypto, puisque Signature n'existe plus. Silvergate, Signature est freezé. Silvergate est en fermeture. Et on avait même Silicon Valley Bank qui était plus ou moins le compte de beaucoup d'investisseurs crypto, de venture capital, de choses comme ça, qui agissaient sur la crypto et qui désormais ne peut plus agir non plus. On a d'autres banques, il en reste encore quelques-unes, qui vont permettre l'accès à la crypto. La question maintenant, c'est est-ce que certaines autres banques, et j'ai vu l'article ici quelque part, mais quand j'ai fait les news, je suis pas retombé dessus. On a quand même des banques comme potentiellement, on va dire Goldman Sachs, JP Morgan, même s'ils sont pas forcément pro-crypto à la base, qui pourraient potentiellement s'intéresser à ce pont entre les fiat et la crypto pour plus tard. La question, c'est que va dire les régulateurs à ces fameuses nouvelles banques-là, à ces grosses banques qui potentiellement pourraient s'intéresser. On sait que BlackRock s'intéresse énormément à la crypto, on sait qu'il y a certaines banques qui s'intéressent vraiment à des entrées dans la crypto. Maintenant, est-ce que le fait que les régulateurs en ce moment sont plutôt en train de faire ce que les Américains appellent Operation Choke Point, c'est-à-dire on étrangle la crypto, on va voir un petit peu ce qu'il est dit par rapport à ça. Mais là, vous voyez que c'est relativement également intéressant pour les grosses banques, donc probablement une concentration plus importante et surtout un nouveau mode de quantitative easing qui auparavant n'existait pas et qui est tout simplement de protéger les déposants, entre guillemets, quoi qu'il en coûte. On va faire la liquidité, mais avant ça, on envoie la page de pub. N'hésitez pas. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de deux exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces deux exchanges ont fait leurs preuves. Ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là, vous aurez trois liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça. Et là, vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID.
et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. La liquidité donc. Du coup, on a liquidé dans les dernières 24 heures 315 millions. Vous voyez que 158 millions ont été liquidés, donc la moitié quasiment sur Bitcoin et 80 millions sur Ether. Donc Bitcoin en ce moment qui, d'ailleurs on le voit également sur la dominance, hein, qui reprend une bonne partie de l'open interest sur les futurs, mais également de la dominance des achats au spot. Que du short, c'est relativement normal puisque on a eu une action de prix qui a été plutôt vers le haut. D'ailleurs, j'avais tenté un short moi hier et donc je fais partie de ces chiffres-là ici dans cette zone-là. Ensuite, ici, le carnet d'ordre, eh bien, on voit que effectivement, depuis les 24 700 $, on a quelques ordres qui se sont faxés au milieu, à peu près 300 bitcoins ici de gens qui se disent, bah moi je veux acheter. Est-ce qu'on a une pression vendeuse? Non. Vous voyez qu'on a quand même traversé ici une sacrée zone de vente. Enfin, ça crée une zone de vente, 392 bitcoins, 136 bitcoins ici, 262, et d'une certaine manière, on y est allé tout droit. Donc là, il y a beaucoup de bitcoins qui ont changé de main. Est-ce que ces gens-là avaient raison et ils sont en train de vous distribuer dans les gencives, ou à l'inverse, est-ce que c'est ceux qui accumulent ici à ce stade qui ont raison? Le prix nous le dira, mais comprenez bien ici que vous avez des whales qui vont dans un sens, vous avez des whales qui vont dans l'autre. C'est des choses tout à fait naturelles. La question, c'est qui a le plus gros portefeuille entre les deux, bien évidemment, à la fin. La troisième question qu'on peut se poser ici, vous le voyez, on avait un spoofing qui a disparu à la vente, donc ça c'était plutôt quelque chose qui disait peut-être que là il est en train de redistribuer ses ordres ici, c'était peut-être pas du spoofing d'ailleurs, des vrais ordres d'achat, et ici on a le début des vrais ordres d'achat quand ça commence à s'empiler un petit peu, c'est que à partir de 23, donc ça c'est très important. On n'a rien à la vente, on avait ça mais ça a disparu, et on n'a rien à l'achat avant 23, donc une zone on va dire de combat qui pourrait se situer à ce stade entre 23 et puis en haut, sincèrement, on n'a pas beaucoup d'ordres à la vente. J'ai pas vu s'il y avait des ordres à plus de 1000, mais je crois pas. Non, voilà, la pression vendeuse que vous avez jusqu'au, entre guillemets, quasiment 29 000 $, elle n'est pas plus importante que ce qu'on avait ici entre 24 et 25, d'une certaine manière. La liquidité en levier. On est venu prendre des niveaux ici qui étaient des niveaux d'hier. On avait fait la vidéo par là, donc on va enlever ça, ça et ça. Ça a été pris. Ici, vous voyez que le prix a pris une dernière liquidité. La prochaine, elle est à 28,2. Donc on a un petit, entre les deux, on a quelque chose où il n'y a pas grand chose. Il va falloir que la liquidité soit shorteuse à ce stade. Et déjà, rien qu'à l'œil nu, on voit que, en tout cas, depuis ce point-là, c'est pas forcément le cas. Ici, on était pas mal shorté. Et là, en fait, on a une structure descendante qui appelle, mais avec un funding qui augmente, donc on est plutôt longué ici sur ce point-là. Donc ça veut dire qu'il y a potentiellement quelque chose à venir chercher un petit peu plus bas. Maintenant, parfois, c'est le cas, et pourtant, vous le voyez ici, d'ailleurs, on vient le chercher, hein, il y a des contrats qui se ferment ici dans cette zone. Là, le funding est en train de s'aplatir. Ce qu'on voudrait, c'est que tout simplement, ça descende. Quand le funding descend, pour le moment, c'est pas le cas. Donc oui, il y a un point de longue, il y a un point de... Pourquoi j'ai mis un point de short? Excusez-moi, il y a un point de longue ici. Je me suis complètement planté. Il y a un point de longue à prendre sur ce plus bas, donc le prix pourrait continuer à plomber. On va voir ce qui s'est passé entre temps depuis qu'on a fait la vidéo hier. Ici on a été pas mal longué pour moi, le prix est à plat, donc on a effectivement également un point de longue à prendre ici. Ça c'est indéniable. 23 400 $, attention ici, il y a
potentiellement vraiment pas mal de longs qui sont rentrés sur ce mouvement-là. Ensuite, on a été shorté, et ça plutôt fortement également. Donc c'est ce que le prix est en train de faire, là, il fait sa prise de liquidité au nord. Vous le voyez ici, le prix est à plat, et pourtant, on a un funding qui descend, voire qui passe dans le négatif jusque-là. Ensuite, ici, bon, ben, on commence à clôturer un tout petit peu de ces shorts sur cette bougie-là, et puis ensuite, à partir de là, on est relativement longué, donc je rajoute un niveau de longue dans cette zone-là, à peu près au plus bas ici, voilà, quelque part par ici, puisque là, vous le voyez, le prix est plutôt allé à la descente. Après, on a été shorté, là, un prix qui monte et un funding qui descend, donc il y avait un point de short à prendre ici, et puis ensuite, on a plutôt un prix qui est à plat, un funding qui est à plat, donc tout est normal. On a un gros short qui s'ouvre ici près CPI, et vous voyez qu'il est tout de suite nettoyé par la news du CPI, qui, je le rappelle, est sortie à 13h30. On a changé aux États-Unis on a changé d'heure. Donc qu'est-ce qu'il nous faut là dans cette structure-là, c'est que désormais les shorts se montrent. La structure peut déclencher du short, puisque les gens se disent ah ça descend, ici on a fait un plus bas que, on a fait un plus haut que le précédent plus haut, donc sans forcément nécessairement ici prendre compte du flag, certaines personnes qui pourraient y voir tout simplement un double top. La structure est en ma faveur, il y a un retournement et ici je short. Et ça peut être sincèrement une bonne solution, on va le voir avec la liquidité. Donc voilà, ça c'est bon pour ça. Sur Ethereum, vous comprenez quand on a une délivrance de prix aussi puissante, c'est pas soutenable entre guillemets. Donc Ethereum, on va l'analyser à partir de là. On a enlevé tout ça, c'est bon. Ethereum, prochaine prise de liquidité plutôt autour de 1782. Ce point-là a été pris, mais c'était pour voir où j'avais commencé à traiter la liquidité hier. Ici, on a eu plutôt du long et le prix a fait donc son taf, mais on peut considérer qu'il en reste encore. Pareil, même chose ici. Donc je mets un point de long sur Ether à venir prendre éventuellement. Ici, on est à peu près normal. Plutôt shorté ici dans la zone, donc on aurait mis un point de short, mais vous voyez qu'il a été pris. Ici on est plutôt shorté également sur toute la zone, ici très légèrement longué. Ici plutôt shorté, ici très légèrement longué, ici rien du tout. On peut rajouter éventuellement un point là, puisqu'on a vu qu'on était très légèrement longué. Et là, je vous passe sur les points de short, puisqu'on sait qu'ils ont été pris, bien évidemment, après par la suite. Après, qu'est-ce qui se passe sur Ethereum? Je rappelle qu'Ethereum est toujours en funding négatif pour le moment, donc on a la majorité du marché est short sur Ethereum. Ça, c'est important à comprendre. La majorité du marché se trouve en short sur Ethereum, puisque le funding est négatif, ce qui n'est pas le cas sur Bitcoin. Qu'est-ce qu'on a eu après? On va ici un petit peu, pour y voir un peu plus clair, augmenter le funding. Et finalement, on va dans le bon sens. Là, on avait été shorté assez fortement. Et là, on va plus ou moins dans le bon sens. C'est-à-dire que pour moi, sur Ethereum, ce point-là n'est pas longué, puisque vous le voyez, on clôture du short. Et là, qu'est-ce qu'on a sur Ethereum? On a une diminution du prix, alors que le funding augmente, donc du coup, ça veut dire que à ce stade-là, on devrait théoriquement, vous le comprenez ici, liquider du long, donc le funding devrait diminuer, pourtant il augmente, donc on a ici une dimension contraire de l'analyse que je vous ai faite sur Bitcoin, c'est-à-dire que pour moi, sur Ethereum, le top a été shorté. Donc est-ce qu'on pourrait voir ici les prix aller dans des sens différents? Ça peut être intéressant. Peut-être que c'est la Shanghai Update en avril qui fait ça également. Pour le moment, Ethereum a tendance à suivre Bitcoin puisque c'est le papa. Est-ce qu'il va y avoir entre les deux une petite décorrélation en fonction de la liquidité? C'est une question qu'on peut se poser. On a sauvé, on va aller voir plutôt désormais tout ce qui est poche de liquidité. Je vais y arriver. 32 minutes, allez, on va essayer d'accélérer. Alors, en position leveragée, on est à 38 milliards sur Bitcoin. Donc, ça commence à faire, là, il faut faire attention. On pourrait ici avoir soit un nouveau FUD qui arrive, soit un mouvement de liquidité qui se fait, qui sort un petit peu de nulle part. Mais il faut comprendre ici que ça commence à faire. Je vous enlève ici les x25 et les x100 et on va surtout aller regarder, vous le voyez là, on a peut-être une position qui n'a pas été prise, on va regarder que les grosses positions en fait. Cette grosse position là a été prise, c'est bon. La bougie fait son boulot. Ici on a celle-ci à 23,6. Donc là, on est en train, vous le comprenez, d'analyser s'il y avait une prise de liquidité vers le bas, où est-ce que pourrait éventuellement s'arrêter le prix? Quel est potentiellement un niveau intéressant pour rentrer sur un long ou ce genre de choses. Ici, vous voyez qu'on a des petits shorts ici dans la zone, donc là, c'est en train de se mettre en place, mais pour le moment, on a plus de longueur qui rentre que de shorter. Grosse position ici, vous voyez qu'elle est nettoyée, elle s'ouvre là et elle est coupée par cette bougie-là. Grosse position ici, elle est toujours là, donc on parle ici des 25,4.
25,6. Ici, les positions sont coupées. Celle-ci, très légère. Voilà, pour moi, potentiellement, déjà, dans un premier temps, c'est normal qu'on retourne au 25,8. On essaye de rattaquer le creux qui est là, pour moi. 25,5, pardon. Donc ça, c'est relativement normal. Et là, on est plutôt en train de corriger en flag. Donc on va dire que la structure est plutôt encourageante pour continuer à pousser en haut. Mais cependant, j'ai de la liquidité qui me dit « Attention, j'ai plus de monde en bas ». Donc soit on a un réveil des shorts, ce dont je doute un petit peu sur la news du jour, soit on a une vraie tendance au spot vraiment énorme, un vrai manque de liquidité aussi du côté des market makers qui les empêche pour le moment de venir chercher le prix en bas. Vous comprenez que si je vous avais dit là pendant tout le temps, attention, il y a de la liquidité en dessous, attention, il y a de la liquidité en dessous, attention, il y a un fair value gap et il y a de la liquidité en dessous. Si là, on avait suivi que la liquidité et qu'on n'avait pas pris compte d'une FOMO au spot qui se crée, on serait même pas rentré sur ce mouvement, vous le comprenez, hein, c'est un juste milieu, encore une fois, ici, entre l'avarice, le attention, l'opportunisme. On n'a jamais ici, juste avant un décollage, tous les voyants qui sont au vert. Hein. C'est évident qu'ici, il y a des arbitrages à faire à chaque fois que vous rentrez dans un trade, de dire bah, ça, c'est pas de mon côté, ça, c'est plutôt de mon côté, etc. Pour moi, ici, actuellement, la liquidité n'est pas forcément sur le côté du fait d'aller faire un nouveau plus haut. On voit que le prix est en train ici de stabiliser, etc. et de potentiellement essayer de calmer un petit peu cette news. Donc je me dois quand même de dire que voilà, on rentre ici dans une mini structure de correction qui est de l'ordre du, pour l'instant je pense que c'est du 15 minutes, mais que, oui c'est ça, même pas, c'est la news est sortie il y a 1h30, oui, donc c'est à peu près ça. La question, c'est où est-ce qu'on s'arrête ici à partir de là? Est-ce qu'on fait un flag? Est-ce qu'on repart? Mais comprenez bien que là, il y a un fair value gap. Ici, il y a un fair value gap. Et globalement, bah, sur toute la montée, il y a un fair value gap. Si je prends également, on va se mettre ici, pardon, en 4 heures plutôt, pour que ça soit bien compréhensible. Ici, il y a de la liquidité et il y a un fair value gap. Pour le moment, le prix nous a quand même donné ça. C'est ça que je veux vous dire. C'est que c'est quand même ici la tendance au spot également qui va nous dire pas mal de choses et que parfois on part avec de la liquidité en dessous. Et ça avait été littéralement le cas pendant le bull run de 2020 également. Donc on va ici, pardon, sur Ethereum, du coup je me suis un petit peu écarté du sujet. On va ici, pareil, regarder que les x100 pour bien voir où sont les grosses liquidités en levier x100. Et on va aller regarder ce qui se passe, sachant que sur Ether, on a 14 millions en position leveragée au-dessus, donc 2,5 fois moins que Bitcoin à peu près. C'est ça que je vous disais aussi quand je vous dis qu'Ether a moins nettoyé. Bon après, d'une manière générale, Ether a également moins d'open interest. Pour moi, j'ai une grosse position là, si je ne me trompe pas. 1694, on est venu chercher les 1770, on corrige là au 1723, donc j'ai une grosse position. Si on prend juste cette jambe là, j'ai déjà peut-être potentiellement en fait une revisite à faire de ce, vous le voyez là ici, W, une revisite à faire de la ligne de coup de ce W potentiellement, donc peut-être 1695, et on va la regarder plus bas également. Ici, on va la regarder surtout celle-ci. Celle-ci est nettoyée, donc ça, c'est plutôt déjà une bonne chose également. On parle ici, encore une fois, des grosses positions, et vous le voyez que tout de suite, elle déclenche vraiment quelque chose sur le prix. Donc, on a quand même des mouvements de liquidité qui se font en disant, ben, on peut pas, d'une manière générale... Je mets en pause une petite seconde. Voilà, on va aller voir maintenant les heatmaps. Heatmap en 12 heures sur BTC. Hop. Alors, on a sur BTC, on avait du short, vous le voyez, sur les 12 dernières heures qui a été fortement nettoyé. On a encore du short à 26,7. Et on a sur les 12 dernières heures également des choses à venir voir du côté des 24. Donc en haut, globalement, c'est 27,2 presque. Hein. Si on continue ce mouvement ici de liquidité, c'est vraiment pile la target que je vous donne, c'est-à-dire le haut du biseau. Et ensuite, peut-être qu'on souffle pour éventuellement réenclencher de la liquidité shorteuse. Et là, je parle que de liquidité, encore une fois. Je ne parle pas d'achat au spot ou je ne parle pas de tout ce qui peut également, bien entendu, venir manipuler le prix, en tout cas venir avoir une influence sur le prix. Et vous le voyez, en 7 jours, pour moi, on a tout nettoyé en haut. Là. Dès qu'on aura tapé les 26,8,
on n'aura plus de liquidité de moins de 7 jours en haut, on n'aura plus que des liquidités en bas. Donc attention à ça également. S'il n'y a pas de FOMO ici, là, tout de suite, bientôt, la liquidité, elle est nécessairement beaucoup plus en bas. Sur la 1 mois, c'est pareil. Vous voyez qu'on est quasiment en train d'avoir pris tout ce qui était jaune, on va dire, ici dans la zone. Et puis après, derrière, il y aura des choses jusqu'à 30, effectivement. Effectivement, on n'a pas énormément de choses sur la 1 mois ici en dessous. On voit que la vraie liquidité sur la 1 mois, elle est en fait entre 19 et 18. Mais attention à ça, si le marché ne se base que sur de la liquidité, si personne n'est intéressé pour acheter du BTC ici à 26 000 $, si tout le monde commence à se dire qu'il croit en un retracement, si ceux qui courent derrière le prix ne passent pas à l'action pour passer à l'achat ici, c'est ça en fait, les gens qui ont du cash et qui se disaient moi j'attends les 18 pour acheter, est-ce que leur conviction va leur faire se dire non en fait ça y est c'est reparti, c'est un bull run, je rentre. Et la plus grosse question qu'on peut se poser ici, c'est est-ce qu'on va déclencher de la FOMO ou pas, pour moi, au spot. Parce que pour moi, la liquidité, elle est plutôt en bas. Donc là, on serait en fait, globalement, si je vous le montre, excusez-moi, je passe du coq à l'âne et je vais d'un sens vers l'autre, mais globalement, si jamais ici, rien ne se déclenche au passage de cette résistance-là, on est dans quoi? On est dans un range. Voilà, là, il y a peut-être une petite déviation au-dessous, potentiellement, on pourrait même ici le caler ici, voilà. La borne basse du range, on va dire à 18,3. Et globalement, si là ça déclenche rien, si là tout le monde dit non c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher, qu'est-ce qu'on va faire? En wake off on appelle ça un backup to the creek, on va réintégrer. On va réintégrer quoi? Pour moi, c'est pas obligé d'aller nécessairement tout en bas du range, mais on pourrait réintégrer en tout cas à minima toute la jambe du mouvement qu'on vient de faire ici, et potentiellement par exemple venir retaper les 21 000 $. Et puis ensuite, trouver le jus, là, à partir de 20 000 $, etc., peut-être que les gens trouveront que c'est une bonne opportunité. Un peu comme ça s'est fait ici. Donc on sait que psychologiquement, déjà par le passé, à 25, on n'avait pas trop de preneurs là. Maintenant là, on a tellement délivré vite que peut-être il peut se passer quelque chose aussi. C'est-à-dire que ce genre de bougie fait aux gens dire, imaginez, vous regardez tous les jours et vous dites je suis pas dedans, je suis pas dedans, je suis pas dedans. 23, 22, 23, 24, 25, 26, non, je rentre pas parce que il y a Silicon Valley Bank, le système américain c'est compliqué, etc. Et puis là aujourd'hui vous avez un bon CPI et vous avez encore un joli bambou vert. Vous vous dites tant pis je rentre dedans et puis derrière voilà ça continue à faire ça jusqu'à potentiellement après nous faire la correction qui est due. Chaque mouvement a le droit à sa correction. Ici mouvement baissier on a une correction, ici mouvement haussier il y aura une correction à un moment donné. Ici mouvement haussier on a eu une correction. Vous comprenez que on ne peut pas tendre l'élastique dans un sens que dans un sens. Ici conditions propices, certes, on monte, correction, vous voyez qu'ici, il n'y a quasiment pas eu de correction. Ici, tout le monde dit, c'est bon, c'est génial, on est sur quelque chose qui va aller à 300, 400, 500 000 $. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vient rechercher 50% du mouvement à peu près. Et puis ensuite, derrière, finalement, tout le monde se met à shorter cette histoire ici. Donc là, c'est vraiment un pump de liquidité. Pour moi, toute cette vague-là, c'est une vague de liquidité réellement. Et puis ensuite, c'est pareil. On redit à nouveau, c'est bon, on retourne à 200 000, tu vois, je te l'avais dit, etc. Et puis là, les conditions financières deviennent beaucoup plus tendues. Donc du coup, on vient ici nettoyer un petit peu toute la bulle qui s'était formée. Qu'est-ce qu'on nettoie? On nettoie 60% du mouvement précédent, le mouvement dans sa totalité, c'est-à-dire celui-ci. D'accord? Tout ce mouvement-là, là, ici, est en train d'être nettoyé à hauteur de 50-60%. C'est tout à fait normal et c'est pour ça que c'est comme ça que fonctionne le prix et c'est comme ça qu'on nettoie la liquidité, donc c'est des choses qui sont tout à fait normales. Maintenant, on était sur quoi? On était sur la liquidité, je crois, sur Ether. Oui, j'ai pas fait la heatmap sur Ether. Globalement, l'histoire est un petit peu la même que sur Bitcoin. En 12 heures, on a nettoyé à peu près tout ce qui était en short. Et comme je vous le disais, je vois plus de short sur les dernières heures. Moi, vous voyez comme la heatmap est différente. Je vois plus de short que sur Bitcoin. Maintenant, est-ce que ça va nous donner quelque chose, une action de prix qui se décorrèle? Peut-être un Bitcoin qui temporise et à l'inverse, un Ether qui pump, c'est possible aussi. Et puis ensuite, ici sur la 7 jours, on voit qu'on a à peu près tout nettoyé ce qui était dans le vert. Il y a encore des choses à prendre du côté des 1860. Je vous rappelle que nous, notre target, pour le moment, en tout cas, elle est à 2000 sur Ethereum. C'est ça depuis le début. Depuis le début, on le dit. Et puis, derrière, pour moi, 1360, c'est toujours ce niveau. On a encore des choses en dessous. On peut aller à 1002 sur Ethereum. Mais sur la 7 jours, c'est plus ou moins ça, les niveaux qui sont cohérents. Toujours pareil, on va regarder là un mois, puisque maintenant on a nettoyé la 7 jours, donc on peut commencer ici à réfléchir à ces choses-là. Vous voyez ici que 1009, et vous voyez ici 1002, donc c'est à peu près la même chose sur Ethereum. Globalement, c'est un peu du qui tout double.
On va retourner sur le prix, on va faire la conclusion de cette vidéo. Hop. Alors, le prix ici. Alors, conclusion pour moi, finalement, je viens de vous la faire ici dans l'histoire. C'est-à-dire, on a de la liquidité en dessous, vraiment. On a là un joli bambou. Pour moi, ça peut pas durer comme ça. Il y a un moment où ça va corriger. Donc, je conseillerais ici à ce stade de potentiellement, et je parle là pour les day traders, je parle pas pour les investisseurs, je parle pas pour les gens, par exemple, qui sont rentrés dans ces zones-là, même si dans ces zones-là, ça peut être logique de commencer à prendre un petit peu de profit. Mais surtout si vous êtes rentré à 100%, hein, ici, moi, on est plutôt dans des zones là où finalement sur mon investissement sur Bitcoin, si on enlève ce que j'ai vendu auparavant, etc. et tout ça, je pense que je suis à peu près, je commence à être rentable autour de 23-25 000 $. Donc on est vraiment ici dans ces zones où, entre guillemets, la moyenne de mes achats, puisque vous comprenez ici que oui, j'ai acheté des points qui me paraissaient intéressants par le passé également. J'ai déjà fait un DCA sur toute cette descente-là et on commence à être sur des points ici, pour moi, sur lesquels je suis rentable. Après, est-ce que là, je sors une partie de mon investissement ou pas? Non, pour moi, j'attends d'être déjà au-dessus des 38-40, comme je le disais, pour éventuellement commencer à prendre une décision, et je serais plutôt friand de racheter plus bas, en l'occurrence sur de l'investissement. Voilà, on m'a demandé d'ailleurs, quand on était à peu près par ici, est-ce que tu achètes des alts, etc. Non, pour moi, j'ai déjà travaillé toute la zone avec le prix là. Hein. C'est-à-dire que pour moi, si je devais aller acheter des alts, ça serait par exemple sur Ethereum, mon point d'achat prochain, il est à 600 $. Donc il faut bien comprendre ici que du coup, moi, mon DCA suivant est beaucoup plus bas. Je compte pas nécessairement ici racheter sur la montée parce que pour moi, on va pas faire des nouveaux ATH tout de suite. Je pense que derrière, il y aura une correction. Après, de là à dire que on va... Enfin voilà, j'attends ici plutôt, moi, je m'attends plutôt ici à juste un rallye de soulagement ici dans la zone. Ensuite, voir comment Bitcoin agit en récession et potentiellement ici, voilà, commencer à distribuer, en tout cas pour moi, entre 30 et 40 000, peut-être opérer une distribution assez conséquente ici pour éventuellement avoir du cash plus bas. Pour le moment, j'attends de voir comment la macro se comporte, comment toutes ces choses-là se mettent en place, parce que il est aussi possible ici qu'on passe à côté, qu'on fasse une sorte de no landing où finalement Bitcoin continue à performer, on va dire les actions aussi, la macro soit mauvaise, mais que finalement la liquidité revienne et que on n'ait pas de récession, enfin qu'on reporte le problème à plus tard, à savoir plutôt 2024, 2025, après les élections, on va dire. Voilà, on est en année de préélection aux États-Unis. Il faut comprendre que c'est aussi une donnée à intégrer dans votre raisonnement. Les halvings, tout ça, oui, je suis d'accord, ça va effectivement rarifier. Enfin, pour moi, les halvings, c'est surtout par rapport aux mineurs, et j'ai le sentiment que au plus on va avancer, au plus les baleines ne seront pas les mineurs. Donc voilà, ici c'est une réflexion qu'il faut avoir. Donc oui, il y a des cycles de halving, c'est relativement évident, il faut les suivre. Mais voilà, pour moi, peut-être ici que c'est juste en fait l'adoption qui va déterminer. Est-ce que Bitcoin est en train d'être adopté ou pas? Voilà, c'est ça pour moi la grande question. Et la régulation, bien évidemment, qui va être extrêmement importante pour les temps prochains. Écoutez, on a pour le coup, et j'aime bien l'envoyer, une petite fusée. Alors pourquoi on va s'en priver? On a une petite fusée, ça fait du bien pour les portefeuilles d'investissement, ça fait du bien aussi au moral, parce que parfois c'est difficile quand on est dans des zones, quand effectivement on a été sous l'eau à un certain moment et qu'on revient dans des zones où on est rentable, voire extrêmement rentable sur certaines altcoins, et c'est plutôt ici, je trouve, moi, ça remet un peu le sourire de se dire qu'on avait le bon scénario, que oui, effectivement, il est tout à fait possible qu'on ait eu un bottom au 15 400 dans cette zone et que dorénavant, on soit à minima en train de potentiellement faire une figure de retournement qui, je le rappelle, si jamais elle devait se mettre en place, nous donnerait quelque chose comme ça, c'est-à-dire une épaule tête-épaule, inversée, superbe structure de Wyckoff. On fera peut-être une vidéo même que sur Wyckoff pour essayer de trouver les points intéressants, les... SOS, les backup to the creek, tous ces points-là, les signal of strength, les signal of weakness, les SOL, les SOS, toutes ces choses-là, etc. Je suis pas un pro de Wyckoff, mais j'aime bien, en tout cas sur ce type de figure, commencer à me dire, selon Wyckoff, on peut éventuellement, d'ailleurs, ici, comme je le disais, réintégrer, c'est-à-dire un endroit où on a un signal de force, on peut tout à fait ici re-rentrer dans la structure de manière à refaire capituler un petit peu les derniers qui se basaient uniquement sur ce signal de force là
pour baser leur investissement. En l'occurrence, ici, si on vient de faire un SOS, c'est tout simplement le fait de dépasser ici ce last point of support, ou c'est LPS, c'est ça, et puis ensuite éventuellement remettre tout le monde sous l'eau pour faire quelque chose comme ceci. Ça serait pour moi le scénario de Max Payne, le scénario de souffrance ultime, et en général, c'est vrai qu'on aime bien aller dans ce type de scénario-là. Maintenant, on refera aussi des décomptes d'Elliott, je pense, là-dessus. Je pense également que c'est relativement intéressant. La structure, elle est pas banale, hein, ce genre de structure-là, c'est pas banal, hein, sincèrement, les élargissements comme ça. Je sais pas si on peut en trouver beaucoup sur BTC. Donc ça, c'est vraiment intéressant, vous le voyez, ne serait-ce que comme ça, là, à vue d'œil, sur les derniers niveaux, les derniers endroits, etc. On n'en trouve pas beaucoup, ne serait-ce que comme ça, voilà, à l'œil. C'est des structures qui sont pas nécessairement extrêmement communes. Donc voilà. 53% hein, pour cette structure de bullishitude et 47% donc de chance également qu'elle casse en bas. Hein. Donc ici, il faut vraiment toujours avoir de l'humilité par rapport à ce que peut nous dire le prix. Voilà, c'est ça. Je termine la vidéo là. J'ai pas du tout d'idée sur quelle pourrait être la question à la con que je pourrais vous poser. On en a fait beaucoup, c'est très difficile d'en trouver des nouvelles. Question à la con du jour qui va être: est-ce que vous êtes hypocondriaque ou pas du tout? Est-ce que vous êtes, dès que vous avez un truc qui va un peu de travers, vous dites tout de suite, bon ça y est, je vais mourir, voilà. Est-ce que ça va être une question assez philosophique aujourd'hui? Question à la con du jour: est-ce que vous êtes hypocondriaque? Est-ce que vous avez toujours l'impression que vous êtes malade et que vous allez avoir un problème de santé, un gros problème de santé, ou en tout cas qu'au moindre petit problème de santé, vous pensez que ça va être quelque chose qui va vous emmener entre 6 planches, 6 pieds sous terre? Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Encore une fois, vous abonner, activer la cloche de notification et surtout mettre un like. À demain et portez-vous bien. Ciao.